Hélène Frade, bien sûr, dans la presse ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une, il y a notamment l'inquiétude et la colère du Groenland et du Danemark face aux menaces de Donald Trump. Plus de pression, plus de fantasmes d'annexion. Nous sommes ouverts au dialogue dans le respect du droit international. Voilà pour la déclaration du Premier ministre du Groenland, cité par Sarmiziak. Le quotidien de NOK, Damien, rapporte que Jens Frederik Nielsen martèle que le Groenland n'est pas le Venezuela et que le territoire autonome danois ne risque pas, je le cite, d'être envahi du jour au lendemain par les États-Unis. À Copenhague, la première ministre danoise, son homologue danoise, fait la une, vous le voyez, du Jyllands-Posten. Le journal danois fait état du soutien sans réserve de l'Europe tout entière, au Danemark et au Groenland, mais juge toutefois assez difficile de savoir ce que cachent réellement, je cite, ces belles paroles, ces belles promesses. L'heure est, il faut le dire, sans conteste à la méfiance. Prochaine étape, NOK pour Politiken. La menace qui plane sur le Groenland est réelle et imminente. Oui, écrit le journal, il est possible que Trump mette en œuvre sa nouvelle stratégie de sécurité, synonyme de domination américaine sur l'hémisphère occidental et notamment sur le Groenland. Il y a urgence. Trump n'attend pas et l'Europe ne doit pas attendre. Pourquoi les chefs d'État et de gouvernements européens n'ont-ils pas déjà convoqué une réunion de crise ? Et justement, quelle réponse à ces questions du côté européen, Hélène ? Elle laisse pour le Groenland et le Danemark presque autant de questions à Bruxelles qu'à Nuuk et Copenhague. L'UE est-elle prête à affronter cette épreuve plus existentielle que le renversement lointain d'un dictateur latino-américain ? Ursula von der Leyen est-elle capable de construire un consensus, non pas mou, mais offensif ? D'après l'opinion, il faut y réfléchir dès à présent, effectivement, avant qu'il ne soit trop tard. L'Europe se mouillera-t-elle pour le Groenland ? Pour le Figaro, la réponse, on l'aura compris, est dans la question. Si les États-Unis intervenaient militairement au Groenland, il y a fort à parier que les Européens ne montreraient pas la moindre solidarité militaire avec le Danemark et ne sanctionneraient même pas l'économie américaine. Et d'ailleurs, les Européens ont réagi avec embarras à l'enlèvement de Nicolás Maduro par l'administration Trump. Oui, le gouvernement vénézuélien, lui, ne tergiverse pas. Le Financial Times rapporte que des paramilitaires armés ont été déployés depuis hier dans les rues de Caracas en vertu de l'état d'urgence pour réprimer, vous l'avez évoqué, toute manifestation de soutien à l'éviction de Maduro. Ces colectivos sont toujours sous le contrôle du ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, qui fait partie d'ailleurs de la ligne dure du régime. D'après le Wall Street Journal, la CIA conclut que les fidèles du régime seraient effectivement les mieux placés pour diriger le Venezuela post-Maduro et en aurait informé Donald Trump ces dernières semaines dans un rapport affirmant que l'opposition actuelle, y compris la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, aurait du mal à diriger un gouvernement intérimaire. De son côté, toujours du côté de la presse américaine, le New York Times indique que la Russie avait proposé aux États-Unis de les laisser prendre le contrôle du Venezuela en échange de lui laisser les mains libres en Ukraine. C'est en tout cas le marché qu'avait évoqué en octobre 2019 lors d'une audition au Congrès cette femme, Fiona Hill. Elle était une responsable du Conseil de sécurité nationale américain de la première administration Trump, c'est-à-dire plus de 2 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tiens donc, la Russie de Vladimir Poutine qui ne cesse de durcir la répression depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Moscow Times, qui est un quotidien russe indépendant, reprend les chiffres de la Cour suprême russe. Entre janvier et novembre 2025, les juges ont condamné au total 100 personnes à la prison à vie, soit le chiffre annuel le plus élevé depuis au moins 20 ans. Le Moscow Times, Damien, qui rapporte par ailleurs que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a annoncé hier qu'il nommait son fils Ahmad, 20 ans, vice-premier ministre de la Tchétchénie par intérim, un poste que son rejeton occupera en plus des fonctions qu'il occupe déjà en tant que ministre de la culture physique et des sports. Culture physique. D'après le quotidien, cette promotion d'Ahmad Kadyrov intervient dans un contexte de nouvelles spéculations concernant la santé de son père, qui aurait été hospitalisé à Moscou le mois dernier, selon le média d'opposition russe en exil, Novaya Gazeta. Allez Hélène, on va terminer cette revue de presse sur une note un peu plus légère en ce 6 janvier, jour de la galette des rois.
Cette occasion est avec un petit jour d'avance. Une réception était organisée comme chaque année hier à l'Élysée où 2 galettes, ma foi, assez hors normes ont été livrées. 1,20 m de diamètre chacune, soit, tenez-vous bien Damien, 12 kg de pâte feuilletée, 7 kg de frangipane, 5 kg de beurre. Pas mal de calories, mais pas de fèves en revanche, ni de couronne. Pourquoi, me demanderez-vous? Ah oui, pourquoi? Réponse dans Sud-Ouest, parce que l'Élysée souhaite respecter les principes républicains qui sont nés après la Révolution française. C'est une façon de dire aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir à la fois un roi et un président. La galette riche en calories, mais riche aussi en tradition. Panorama, ma foi, aussi appétissant qu'instructif du côté d'El País, le quotidien espagnol, où l'on apprend que les origines de cette pâtisserie remontent à la Rome antique, Damien, où des fêtes se déroulaient en l'honneur du dieu Saturne après le solstice d'hiver. La galette, pour info, qu'on appelle en espagnol roscon, bol rei en portugais, ou encore King Cake aux États-Unis, où il est coutume de cacher, figurez-vous, un tout petit bébé en plastique dans le gâteau roi. Merci beaucoup, Hélène. Et pourquoi pas un ballon de foot? On va revenir à la Coupe d'Afrique des Nations de football.